science. Ouais, mais le beau temps s'en vient, fait que ça aussi, c'est encourageant. Voilà, exactement. Toujours le beau temps s'en vient. Ok, waouh, il y a beaucoup d'organismes présents aujourd'hui. Ouais, mais Ouais. comme disait Paul Piché, à qui appartient le beau temps? Bon. Salut Jeff. Le GF. Donc, Bonjour à Mathieu. noter, salut tout le monde, à noter simplement que toute la réunion va être enregistrée. Donc, si vous ne vouliez pas paraître, il ne faudrait pas allumer votre vidéo. Si ça ne vous dérange pas, vous êtes certainement le bienvenu de participer comme si on était en salle ensemble. Bon, OK. Donc, je pense qu'on peut passer le flambeau puis partir la machine. Donc, avec ça, Juste petite précision, moi je vais éteindre ma vidéo simplement pour faire des petites économies environnementales parce que ça fait du bien sur la bande passante. bonne idée. Excellent. Des questions? Est-ce que nous aurons droit à accès à cette vidéo? Oui, certain, sur la page Facebook et YouTube de la Coalition. Donc, avec ça, je passe le micro à Jean-François Boisvert pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, puis présenter nos conférenciers et nos invités d'honneur. Merci Mathieu, bienvenue à tout le monde, merci d'être ici. J'allais dire de vous être déplacé, mais d'être dans votre salon, là, pandémie oblige. Premièrement, une petite information, il va y avoir de la possibilité de traduction simultanée parce qu'il va y avoir, bon, la première partie, c'est en français, mais dans la seconde, il va y avoir des vidéos, certains vont être en anglais, et puis c'est fait dans les deux sens, là, du français à l'anglais et vice-versa. Donc, selon ce que vous êtes le plus à l'aise. Et puis, Mathieu va placer dans le chat le numéro. Il faut que vous appeliez à ce numéro-là pour... en fait, c'est comme vous vous connectez à un autre Zoom qui, lui, va être... qui va offrir les traductions là, dans la langue opposée à celle de la présentation. Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller sur le chat et puis poser vos questions. Les numéros vont être affichés dans le chat. Alors, rapidement, une petite introduction. C'est ça, il va y avoir une première partie avec nos 5 invités qui vont faire des présentations, puis ensuite, il va y avoir un peu de débat et ça sera possible de poser des questions qui leur seront lues. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions dans le temps dont on dispose, mais sinon, on pourra les noter puis revenir ensuite là, avec d'autres réponses. Il va y avoir une petite pause et ensuite, dans la deuxième partie, il va y avoir la présentation de, je pense, 15 projets avec des cours vidéo. Et puis, suite à ça, ce sera possible d'aller dans un sous-Zoom, un break room, pour discuter en petits groupes là, de ces projets-là. On vous aura plus de détails tout à l'heure là-dessus. Donc, juste avant de débuter notre panel, un mot rapide, la Coalition Climat Montréal existe depuis 6 ans. Il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis ce temps-là. Peut-être pour moi, ce qui est le plus significatif, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients du réchauffement climatique, des enjeux, de la nécessité d'entreprendre une transition. Par contre, malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire. Là. On est très loin de la neutralité carbone. Avoir des plans pour y arriver, des administrations comme Montréal se mettent en branle là, pour travailler dessus. Mais malheureusement, c'est que le temps nous est compté. On n'a pas beaucoup d'années puis pour poser des gestes significatifs. En fait, c'est pas mal dans les 10 prochaines années que ça va jouer. Là, donc, ça va être déterminant. Alors ça, malheureusement, ça nous oblige à continuer le travail et même à intensifier le rythme parce que, comme je vous dis, c'est encore loin d'être gagné. C'est sûr, c'est un défi technique, mais avant tout, je pense que pour y arriver, c'est une transformation sociale parce qu'il faut quand même des changements importants dans nos façons de nous déplacer, nous loger, d'aménager notre territoire, de consommer aussi. Fait que tout ça ne peut pas se faire sans la participation et l'engagement du plus grand nombre possible d'acteurs. En fait, c'est à tous les niveaux. C'est tant les citoyens, les organisations, les entreprises et bien sûr l'administration municipale. Il est aussi, dans un autre ordre d'idée, il est aussi de mise de reconnaître
on est établi sur des terres autochtones, la plupart non cédées. Par contre, au-delà de juste le mentionner, il faut surtout agir pour essayer d'avoir plus d'équité envers les premiers peuples. La transition qu'il faut faire, il faut qu'elle se fasse avec un souci de justice sociale, afin, entre autres, de ne pas laisser personne derrière. Et puis, je pense que vous conviendrez que c'est extrêmement triste et c'est surtout inadmissible qu'il y ait des gens qui meurent de froid dans nos rues, seuls la nuit, alors que tous les grands barrages qui nous fournissent notre énergie propre ont été bâtis sur les terres ancestrales de leur peuple. Donc, on doit en être conscient et aller au-delà, comme je disais, des saintes paroles puis d'agir. Et je crois que tous ensemble, on doit se faire un devoir de réaliser une transition la plus juste possible. Avant de débuter le panel, je voudrais remercier, premièrement, nos 5 conférenciers que je vais vous présenter à l'instant, les porteurs de projets qu'on va voir en deuxième partie et en fait, tous vous autres, là, tous les participants qui prenaient quelques heures à la fin de votre semaine pour vous joindre à nous. Réalité climatique Canada qui nous fournit gracieusement le compte Zoom, là, sans lequel on ne pourrait pas être tous ensemble. Et finalement, Montréal Green qui va nous aider pour la réalisation des ateliers en seconde partie. Donc, la présentation, la formule, c'est ça. Chaque invité aura 5 minutes chacun pour faire une petite allocution. Fait que je demanderais, s'il vous plaît, d'essayer de respecter le temps pour qu'on ait justement du temps à la fin pour les échanges et quelques questions du public. Et je vais avoir le triste rôle de vous minuter, puis je vous avertirai à la fin là, de conclure. Donc, en ordre de présentation, tout d'abord, il va y avoir Mme Valérie Patreau, qui est conseillère d'arrondissement à Outremont et présidente de la commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. Elle sera suivie de M. Francesco Mieli, qui est porte-parole de l'environnement de l'opposition officielle, le parti Ensemble Montréal. Donc, tous deux, la question qu'on leur a posée, c'est comment la Ville souhaite-t-elle être aidée pour accélérer la décarbonisation? Donc, ils feront part de leur proposition à ce sujet-là. Ça sera suivi de Mme Annie Levasseur, qui est professeure à l'École de technologie supérieure, la chaire de recherche du Canada en mesure de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques. Donc, elle va présenter la chaire et ses dernières recherches. En passant, il y aura le 12 mars prochain une présentation plus détaillée de Mme Levasseur. Suivra Jonathan Théoret, qui est le chef de division transport, énergie et bâtiment au Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal, qui, lui, va nous présenter les grandes lignes du plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. Et il y aura à ce sujet-là une présentation plus détaillée le 12 mars prochain, de 15h à 16h. Et ce sera conclu par M. Joseph Elkoury, qui est doctorant en transformation écologique et sociale à l'Université de Montréal et aussi chercheur associé au pôle IDEOS et membre étudiant de la chaire de recherche sur la transition écologique à l'UQAM. Il va nous présenter les grandes lignes de sa thèse qui portait justement sur la transition écologique. Et encore une fois, il y aura une présentation complète de son travail le 12 mars prochain. Et il va aussi animer la table ronde là, suite aux présentations. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Patreau. Oui, merci Monsieur Boisvert. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être présente parmi vous aujourd'hui et je remercie donc la coalition pour cette invitation et je vous souhaite un joyeux 6e anniversaire. Je salue également les autres personnes invitées avec moi, donc Monsieur Mieli, qui est également avec qui je travaille sur la commission de l'eau, de l'environnement, de développement durable et des grands parcs, Madame Levasseur, Monsieur Théoret, Monsieur Elkoury. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous tous par la suite. Je tiens également à mentionner, j'ai vu deux collègues dans l'assistance. Alors, j'ai vu ma collègue Marie-André Mauger, qui est conseillère d'arrondissement à Verdun, et Monsieur Aref El Salem aussi, si j'ai bien vu, qui est élu dans Saint-Laurent. Alors, je tiens à les saluer également. Et puis, s'il y a d'autres élus dans la salle virtuelle,
Je ne les ai pas forcément vus, alors je les salue également, mais je m'excuse de ne pas avoir noté leur présence. Et avant de commencer ma brève allocution, je veux prendre le temps aussi de féliciter la professeure Annie Levasseur qui va nous présenter tout à l'heure, mais c'est mon ancienne collègue au CIREG et c'est la première fois que je la vois depuis l'obtention de sa chaire de recherche du Canada qu'elle va donc nous présenter. C'est une chaire très prestigieuse et donc c'est sur un sujet majeur et je voulais la féliciter publiquement. C'est une chercheuse de grand talent et c'est important d'avoir donc des femmes en sciences à Montréal à la tête de ce type de groupe de recherche. Alors, chère Annie, toutes mes félicitations pour l'obtention de ta chaire. Alors, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, notamment concernant la dernière année qui a été marquée par la pandémie reliée évidemment au virus de la COVID-19. Cette pandémie a entraîné de nombreux bouleversements et aussi exacerbé beaucoup les inégalités sociales et économiques à Montréal et partout dans le monde. Donc, les changements climatiques, on s'en rend compte, ont malheureusement un effet similaire sur nos vies, et pas seulement dans la dernière année, mais déjà depuis des décennies. Alors, dans ce contexte, la ville entame une période de relance économique et elle travaille activement à soutenir sa population dans la nouvelle normalité que lui impose la pandémie. Mais en parallèle, la ville s'est également engagée dans un important virage écologique. On a comme deux crises en même temps depuis maintenant un an. Alors, le plan climat 2020-2030 de la ville de Montréal, il a été développé dans un souci de rendre la métropole plus résiliente, plus verte et carboneutre, mais aussi plus inclusive et plus équitable. Et dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la ville a fait des pieds et des mains pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Et c'est cette même vision qui s'applique à la lutte contre les changements climatiques, qui concerne l'ensemble de la population et qui fragilise particulièrement les personnes plus vulnérables. Donc, au niveau du plan climat, rapidement, parce que monsieur Théoret va en faire une présentation un petit peu à la suite, je rappelle qu'il a été lancé le 10 décembre 2020, qu'il est donc prévu pour de 2020 à 2030 et il a pour but de réduire les émissions de GES de Montréal ainsi que d'assurer l'adaptation aux aléas climatiques et d'augmenter la résilience de la communauté montréalaise. Et si on se rappelle, donc c'est en septembre 2018 que Montréal a annoncé la signature de la One Planet Charter, qui est la feuille de route définie par l'organisme le C40, qui vise donc la carboneutralité d'ici 2050. Et c'est dans cette optique de carboneutralité que le plan climat a été rédigé, avec des experts évidemment, et également avec des équipes multidisciplinaires. Il y a un comité consultatif qui a été mis en place pour encadrer l'élaboration du plan et assurer l'atteinte des cibles. Et les travaux du comité se sont donc déroulés de juin 2019 à mars 2020. Et ce comité était composé donc de membres venant de tous horizons, notamment aussi donc des experts en changement climatique et des personnes du milieu, de différents milieux économiques également. Alors, pour les trois objectifs majeurs du plan, la carboneutralité en 2050, l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2040 pour les opérations de la ville et la réduction de 55% des émissions de GES de la collectivité d'ici 2030. Alors, on est parti de 2050, 2040, 2030, mais pour chaque étape de 10, on a des gros objectifs à atteindre. Alors, pour cela, le plan climat, il se décline en 46 actions, dont 16 actions phares significatives qui sont regroupées autour de 5 chantiers. Et donc, les mots-clés de ces chantiers, ce sont la mobilisation de la communauté montréalaise, la mobilité, l'urbanisme et l'aménagement, les bâtiments et bien sûr l'exemplarité de la ville de Montréal et
la gouvernance de notre ville. Et alors, parmi les actions qui auront les impacts les plus significatifs, donc il y a 500 000 arbres qui seront plantés, il y a une mise de l'avant de la mobilité durable, notamment dans les quartiers et les futurs développements urbains, comme le site de l'hippodrome. On a la mise en place d'une zone zéro émission au centre-ville, puisqu'on veut privilégier, augmenter la proportion de véhicules électriques au centre-ville. Donc, la mise en place de cette zone zéro émission, c'est un objectif ambitieux, et cela d'ici 2030. On a évidemment plusieurs actions qui concernent le verdissement, l'efficacité énergétique des bâtiments. Le secteur immobilier, c'est un secteur important dans lequel il y a plusieurs actions qui sont reliées. Et il y a au niveau de la gouvernance de la ville, le fait d'imposer un test climat à l'ensemble des décisions. Et donc ça, c'est une action importante pour s'assurer que les décisions de la ville permettent de limiter leurs impacts en matière d'émissions de GES et contribuent donc à l'atteinte des objectifs de la ville de Montréal. Et enfin, au niveau, on ne peut pas faire d'action si on ne consacre pas des montants au sein du budget de la ville. Et donc, c'est notamment au sein du programme décennal d'immobilisation qui a de 10 à 15% du budget qui est réservé à l'adaptation au changement climatique. Alors, je n'irai pas plus loin dans la présentation du plan, puisqu'il va être présenté plus en détail par M. Théoret. Mais en conclusion, c'est un plan qui répond aux aspirations collectives et à l'urgence de la situation climatique. On se souvient, en septembre 2019, vous étiez peut-être avec moi et près de 500 000 autres Montréalaises et Montréalais dans les rues de Montréal pour marcher pour plus d'actions pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, ce plan climat répond aux demandes des Montréalaises et Montréalais, prépare notre ville à être toujours plus dynamique, verte, et surtout, il vise à ne laisser personne derrière dans cette lutte au changement climatique. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci beaucoup et je vais tout de suite passer la parole à M. Miele. Merci. Bon après-midi encore à tous. Premièrement, si vous permettez, possible de me faire signe lorsqu'il me reste 1 minute. Ça serait apprécié. Alors, membre du CA de la coalition Bon Sixième, c'est un plaisir de vous retrouver. D'habitude, on se croise au conseil de questions ou lorsque vous venez plaider et surtout nous instruire aussi lors de visites de caucus, comme ça a été le cas par le passé. Mais cette fois, vous nous réunissez virtuellement selon les circonstances et on vous en remercie et on vous félicite pour votre travail. Je renchéris donc, comme ma présidente, Mme Patro, le mentionnait, je tiens à saluer RF de mon arrondissement, RF Salem, et Marie-André Mauger, avec qui j'ai le plaisir de siéger aussi sur le CA de la STM. Donc, bon après-midi à tous. À la question « Comment la ville peut-elle être aidée dans notre mission de décarbonisation ?» Bien, je m'en voudrais de ne pas souligner une personne qui nous a beaucoup aidés, c'est M. Charles Monpetit qui est avec nous cet après-midi, qui était derrière, évidemment, ce mandat d'initiative, cette pétition qui a recueilli plus de 15 000 personnes pour renverser donc tout ce qui est le volet de opt-out versus opt-in pour la distribution des circulaires. Et c'est un mandat qu'à la commission, on a eu cette commission, cette conférence publique, consultation publique. Et une autre personne qui est Mme Candice Desrochers, aussi une consultation publique qu'on vient de terminer, cette fois sur le gaspillage alimentaire. Et donc, des pétitions du genre, évidemment, viennent insuffler la volonté de la population, viennent traduire le 500 000 personnes qui se retrouvent dans les rues dans des pétitions qui viennent demander à la ville
prenez acte de ce qu'on vous demande, venez écouter la population et on l'a fait avec tous nos autres commissaires et les experts qui sont venus, ainsi que les citoyens qui sont venus, dont certains parmi vous, dont j'ai vu les noms cet après-midi, qui sont venus nous expliquer le pourquoi il faut changer nos habitudes. Donc, c'est l'une des façons. L'autre façon, évidemment, c'est d'embarquer dans tout ce qui est changement, de délaisser l'automobile pour du transport actif ou du transport collectif, d'utiliser des programmes de conversion. Je pense à l'énergie au mazout. Nous, comme représentants d'Ensemble Montréal, on a eu l'occasion de déposer des motions au conseil municipal, la plupart, je dirais, qui ont été adoptées avec l'administration en place, entre autres pour délaisser l'usage du plastique à usage unique. C'était notre motion, celle que j'ai eu la chance de délaisser les bouteilles à usage unique de plastique, entre autres, mais aussi, je reviens sur celle de la conversion du système de chauffage au mazout. Il n'est pas normal qu'en 2021, des nouvelles constructions puissent encore voir le jour où le moyen principal de chauffage, c'est l'énergie au mazout. Alors, pour toutes ces raisons, on a différentes façons de pouvoir aider à mieux récupérer. On peut penser à comment décarboniser, mais à mieux récupérer. On connaît tous les enjeux à Montréal des centres de tri. On connaît aussi les enjeux d'augmenter ce qu'on est capable de récupérer, mais aussi de diminuer notre utilisation à la source. Et ce sont tous des gestes que, comme collectivité, nous pouvons augmenter justement notre apport afin d'aider la ville à décarboniser. Maintenant, lorsqu'on dit comme élus, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a avant tout un rôle de se doter de cibles, de faire des inventaires de GES, mais aussi de se doter de cibles, d'adopter des règlements. Localement, à Saint-Laurent, REF en est témoin. On a été précurseur quand même lorsque on a adopté des règlements pour venir limiter des services à l'auto dans des zones résidentielles ou encore d'instaurer des toits végétalisés qui, par la suite, donnent fruit et, sans vouloir faire de jeu de mots, oui, donnent fruit. On voit des fermes loufa qui apparaissent à Saint-Laurent où est-ce que les serres viennent non seulement réduire l'empreinte qu'on peut avoir sur un toit, mais ensuite pour utiliser et contribuer à tout le système alimentaire. Donc, nos actions, notre consommation, nos façons de vivre dans la collectivité et en collaboration avec la ville sont tous des moyens de venir contribuer justement à cette décarbonisation qui en est un objectif. Ma présidente Valérie a mentionné des cibles dont le plan climat, le plan d'urgence climatique met de l'avant. Notre commission a adopté à l'unanimité les recommandations et du PDGMR ainsi que du plan donc, qui nous mènera d'ici les prochaines années. C'est dans ce sens que… Une minute, monsieur. Merci, c'est fort apprécié. C'est donc dans ce sens que nous avons cette responsabilité, non seulement d'être proactifs, mais aller chercher, vous me permettrez l'expression anglophone, aller chercher le buy-in de la population. Parce qu'il n'y a rien de pire comme administration, comme élu, de mettre l'avant des politiques, mais qui ne semblent pas aller chercher l'adhésion de la population. Et c'est dans ce sens que nous avons, nous, cette responsabilité d'aller chercher un juste équilibre tout en étant agressifs dans nos actions afin de pouvoir atteindre les cibles qui sont un enjeu primordial pour atteindre et justement regagner le terrain perdu en ce qui concerne l'urgence climatique et la crise climatique qui est devant nous. Merci.
Merci beaucoup, M. Mieli. En passant, vous pouvez, les participants, vous pouvez inscrire vos questions dans le chat. Elles seront posées après les présentations. Je passe la parole à Mme Annie Levasseur. Merci beaucoup. Merci aussi à la Coalition pour l'invitation. Merci à tout le monde qui est présent, même si on est rendu tard en après-midi le vendredi. En fait, moi, je vais vous présenter un peu les travaux de recherche que je fais au sein de ma chaire de recherche. En fait, je vais... Oh, est-ce que je pourrais partager mon écran? J'ai besoin d'une permission. Donc, j'ai quelques petites diapos pour aider, mais ce n'est pas trop... voilà. Ça ne sera pas trop long, mais en fait, cette chaire de recherche du Canada-là, elle a commencé cet automne et les travaux de recherche qu'on fait visent à développer des outils de mesure pour aider les décideurs à différents niveaux pour prendre les meilleures décisions pour lutter contre les changements climatiques. Donc, pour résumer ça, je pourrais en parler évidemment pendant vraiment très longtemps, mais là, vous avez probablement ça ici dans les jambes. Voilà. Donc, il y a différents niveaux selon ce qu'on cherche à faire. Donc, une première approche, c'est l'approche du cycle de vie, donc qui vise, dans le fond, on peut un peu voir la ville de Montréal, par exemple, comme un territoire. Différentes parties du cycle de vie vont avoir lieu. Donc, on a des activités de production. Donc, on a carrément des industries, par exemple, qui produisent des objets. On a évidemment des activités de transport, des activités d'utilisation, de consommation et des activités d'élimination en fin de vie. Quand on apprend une approche cycle de vie, c'est beaucoup pour orienter, par exemple, des choix de consommation, que ce soit personnel ou une entreprise, par exemple, qui voudrait faire des achats plus responsables. À ce moment-là, ils vont faire la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte tout le cycle de vie pour être en mesure de dire si une option A est meilleure qu'une option B sans déplacer l'impact ailleurs. Donc, ça nous importe peu où a lieu l'activité. On veut inclure toutes les activités qui sont liées au cycle de vie du produit qu'on veut consommer ou du service qu'on veut consommer. Donc, les méthodes qui permettent de faire cette comptabilité-là, on travaille entre autres là-dessus avec la chaire de recherche. Un deuxième, je pourrais dire, niveau de comptabilisation que vous êtes probablement très habitué de voir, c'est ce qu'on appelle l'inventaire d'émissions territoriales. Donc, la ville en fait un, la province en fait un, le pays en fait un. Même l'arrondissement de Saint-Laurent en a fait un aussi au niveau de leur arrondissement. Donc, l'idée, c'est de prendre vraiment ce qui se passe sur le territoire. Donc, si c'est des activités de production, on va l'inclure, de consommation, par exemple, quand je prends ma voiture, ou d'élimination en fin de vie. Par contre, il y a des choses que je vais faire comme citoyenne de Montréal, donc consommer certains objets, mais si jamais cet objet-là a été produit ailleurs, les émissions de production ne seront pas incluses. Donc, c'est un autre niveau de comptabilisation et ça sert à aider justement les juridictions à réduire les émissions qui se produisent sur le territoire, donc sur lesquelles ils ont un contrôle direct, soit par la réglementation. Et on a aussi des projets pour essayer d'améliorer ce type de comptabilisation-là. Je vais vous en montrer un à la toute fin qu'on est en train de monter présentement. Puis finalement, on a un autre niveau qu'on pourrait dire, bon, l'empreinte de consommation, dans le fond, on veut, par exemple, comme Montréalais, on pourrait décider de faire l'empreinte qui inclurait le cycle de vie complet de tout ce qu'on a comme activité. Donc, à ce moment-là, on combine l'empreinte territoriale avec l'empreinte consommation. Et quand on se met à haut niveau comme ça aussi, il existe comme série d'outils, ce qu'on appelle dans le langage souvent le test climat. L'idée, c'est vraiment de regarder la conséquence d'un projet ou d'une décision en incluant tous les cycles de vie de tout ce qui est impliqué dans ce projet-là ou dans cette décision-là. Donc là, ça demande un autre niveau d'outils. Donc, on travaille à améliorer ces méthodologies-là puis évidemment à les appliquer dans différents secteurs. Pour terminer, je voulais vous donner un exemple d'un projet qu'on est actuellement en train de monter avec la chaire, avec différents partenaires et on fait le montage financier présentement. C'est un projet justement de faire une carte carbone sur un arrondissement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, bon, ça a l'air de ça. Grosso modo, c'est celui de la ville de Montréal.
Donc, le dernier date de 2015. Bon, ici, je vous ai montré l'historique. Ça permet, par exemple, aux décideurs de voir l'évolution par secteur. Donc, ici, on voit pour les grands secteurs. Par contre, c'est une information qui est utile pour savoir si on s'améliore puis si on se rapproche de nos objectifs. Mais c'est une méthode qui est un petit peu moins utile quand on veut essayer de bien comprendre qu'est-ce qui influence les émissions. Donc, si je prends juste l'exemple du transport, le transport, qu'est-ce qui l'influence? À quel endroit ont lieu les émissions ou à quel moment de la journée, par quel type de véhicule? Donc, si on veut essayer de comprendre un peu plus le lien de cause à effet de chaque élément, c'est l'idée de ce projet-là de créer une carte carbone. Donc, il y a déjà eu quelques essais qui ont été faits aux États-Unis. Bon, ça, c'est peut-être pas, c'est un petit peu la première allure qu'elle avait. Mais nous, ce qu'on vise à faire, c'est quelque chose qui ressemblerait un peu plus à ça. Donc, on aurait une carte où on verrait dans l'espace et dans le temps les émissions dues au transport, dues au bâtiment. Donc, on essaie de raffiner avec une meilleure résolution spatiale et temporelle. Et ce projet-là aussi, notre grand souci, donc on le fait présentement, en fait, le projet qu'on est en train de monter, c'est justement avec l'arrondissement de Saint-Laurent qui ont accepté de participer avec nous à ce projet-là. Et évidemment, on aimerait après l'étendre à tout le territoire de la ville. Puis, on a aussi un souci de s'assurer que ce projet-là va servir, que cet outil-là va servir autant pour les décideurs municipaux, pour, par exemple, vérifier l'efficacité des mesures ou voir les différentes mesures qu'ils pourraient implanter, quel pourrait être l'effet potentiel en termes de réduction d'émissions de GES, et aussi comment est-ce que ça pourrait peut-être servir pour la mobilisation citoyenne. Parce que c'est sûr qu'un inventaire comme ça, je ne pense pas qu'il y a un grand citoyen qui n'est pas bien au fait des changements climatiques qui va prendre plaisir à aller lire le rapport. Alors qu'une genre de carte comme ça, où on voit l'évolution des émissions, déjà là, ça fait un peu plus ludique. Puis on a une partie du projet avec une chercheuse, justement, qui travaille sur le marketing social, comment influencer les comportements des gens, qu'on va intégrer dans le projet aussi, pour essayer de s'assurer qu'on a de l'impact avec la carte. Donc, c'était pour vous donner une petite idée. Puis si vous voulez en savoir un peu plus, comme on l'a mentionné tantôt, je vais présenter le projet plus en détail le 12 mars. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Annie Levasseur. Et je passe la parole à Jonathan Théoret qui va nous parler dans les grandes lignes, les très grandes lignes, le plan climat de la Ville de Montréal. Oui, bonjour tout le monde. Je vais vérifier si à mon tour, je peux avoir le contrôle pour le partage d'écran. Oui, tu l'as déjà. Parfait. Vous m'indiquez quand c'est visible de votre côté. C'est parfait. Oui, on le voit. On le voit. Bon, attends, je me rends compte que je n'ai pas pris la bonne. C'est incroyable, excusez-moi. I've heard RF tells good jokes. Trop de fenêtres ouvertes. Est-ce que vous voyez le plan climat? Oui. Bon, ça devrait être bon, sauf que là, moi, je ne vois plus mes notes. Ça, c'est bien problématique. Je vais essayer d'y aller avec moins de notes possibles. D'abord, peut-être vous dire joyeux anniversaire à la coalition. 6 ans, c'est extraordinaire pour des mouvements comme ça. Puis, vous saviez, plusieurs d'entre vous ici savez, j'étais à la direction du GRAM pendant les 12 dernières années avant de me joindre à la Ville de Montréal en juin dernier. Et donc, j'étais avec vous. Puis en 2015, quand on écrivait Montréal carboneutre en 2042 pour la coalition, je suis fier d'avoir fait partie de ces étapes-là, si on veut. Et puis, en tant que, pour ceux qui ne savent pas, il y a de la déclaration à signer de la coalition. Vous pouvez y toujours passer le mot sur cette déclaration-là, c'est toujours pertinent. Puis là, maintenant que je suis rendu du côté de la Ville de Montréal, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je me rends compte à tous les jours de combien c'est rendu imbriqué dans tous les différents services. Il y a des gens passionnés
pour la protection du climat à toutes les strates de la ville. Et ça me fait de moi quelqu'un de très positif dans notre capacité d'intervenir d'un point de vue de la ville. Je voulais vous le partager parce que j'étais comme de l'autre côté. Puis maintenant que je suis dans cette grande boîte qui est la ville de Montréal, je veux dire qu'on est en machine. Voir si ça fonctionne ici. Je crois que oui. Parfait. Donc, simplement un petit plan de présentation, présenter ce qu'est le Bureau de la transition écologique et de la résilience rapidement, passer sur le contexte climatique et avant de lancer directement dans le plan climat en tant que tel. D'abord, le Bureau de la transition écologique et de la résilience, c'est un nouveau bureau. Ça fait à peine 2 ans que le bureau existe et il y a différentes missions, mais il s'inscrit dans un organigramme qui est assez grand de la Ville de Montréal. Vous savez, la Ville, c'est 28 000 employés. C'est des arrondissements qui sont à gauche, tous les petits carrés bleus. Et le Bureau de la transition écologique, c'est le tout dernier là, qui est en bas à droite en brun là, et qui relève directement de la direction générale dans la direction générale adjointe qualité de vie. On est une équipe de 35 personnes, puis je peux vous dire qu'on est tentaculaire dans les différents services et c'est vraiment l'objectif d'intégrer le réflexe climatique partout. La mission du BTR, c'est de s'assurer que la ville transforme ses façons de faire, qu'elle développe des directives, des politiques, des règlements qui sont cohérents avec l'action climatique et puis d'accompagner à la fois les unités administratives à l'intérieur de la ville, mais aussi d'agir comme partenaire dans la collectivité. La structure du BTR à cet effet-là est en 2 divisions. Donc, vous savez que la direction est assumée par Sidney Ribault. Et on a 2 divisions. Donc, moi qui suis chef de division transport, énergie, bâtiment, donc principalement en charge de tout ce qui est réduction des émissions de GES. Et ma collègue Marie Cloutier, qui est également chef de division pour la mobilisation, biodiversité et résilience, des aspects qui sont davantage axés sur l'adaptation au changement climatique. J'ai mis cette diapo-là, moi, elle me fait toujours sourire parce qu'on a souvent, Jean-François Boisvert le nommait tantôt, il y a des défis techniques pour l'action climatique, mais parfois, on peut transformer des façons de faire, puis c'est pas si compliqué que ça. Des fois, c'est simple, puis on passe à côté de gestes simples. Puis ça prend juste de la volonté. C'est pas toujours technique. Je nous amène à une slide qui est bien plus technique en tant que telle, celle du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, puis peut-être mentionner que ça, c'est une diapo qu'on présente systématiquement dans toutes les présentations qu'on fait du plan climat. Ça met la table. C'est quoi? On a une concentration de CO2 dans l'atmosphère qui est très directement corrélée avec la température du globe. Puis là-dessus, il n'y a pas de débat scientifique. Il y a un consensus à ce sujet-là. Là, c'est bien de savoir comment intervenir pour réduire la courbe très, très, très prononcée qu'on voit dans les 2000 dernières années. Donc, vous voyez évidemment la petite boîte qui est exponentielle. Donc, je pense que ce n'est pas autour de la table ici qu'il y a des gens qui vont remettre ça en question, mais c'est l'idée de présenter qu'on n'a pas le choix d'agir. L'urgence d'agir, elle est présentée au niveau de la ville et au niveau du plan climat. Retour sur le contexte de la collectivité. Annie le mentionnait tout à l'heure. La distribution des émissions de GES de la collectivité, c'est essentiellement, le gros morceau, c'est le transport et le bâtiment. Hein, parce que le transport, 40 % les aspects résidentiels, commerciaux et industriels de source fixe, c'est principalement ce qui est du chauffage. Et si on traduit ça en termes d'énergie, c'est essentiellement 4 carburants dont on doit se départir. L'essence, le diesel dans le transport, le côté gauche du graphique, et le gaz naturel et le mazout du côté droit qui se retrouvent essentiellement dans le bâtiment. Donc, c'est facile, juste 4 carburants, puis on règle la question des émissions de GES. Maintenant, il faut trouver comment le faire, il faut se donner des défis intérimaires. Les défis, c'est quoi? C'est de se rendre à 0 en 2050, la carboneutralité. On pourrait dire qu'on devrait aller beaucoup plus loin que ça en tant
monde industrialisé depuis longtemps et notre responsabilité sur le globe. Mais les objectifs dont la ville s'est dotée, c'est moins 55% à l'horizon 2030, mais avec aussi un objectif de carboneutralité des bâtiments de la ville et un objectif intérimaire aussi de carboneutralité des activités municipales en 2040, ce qui est en soi un geste qui est ambitieux également. Et peut-être quand même se dire que ce sont des paramètres qui sont basés sur, par rapport à quand même un bon bout de chemin de fait, on est à moins 30% en 2020, mais les actions qui nous restent à faire sont certainement plus significatives. Il faut qu'on accélère le pas définitivement. On a parlé d'émissions de GES, mais il y a un deuxième volet, donc le volet réduction d'émissions, mais il y a le volet adaptation au changement climatique. Puis c'est quoi l'adaptation? C'est faire face aux différents aléas climatiques qui sont celles-ci les plus abondantes, vagues de chaleur, les crues, les sécheresses, les tempêtes destructrices. Il y a beaucoup de façons d'intégrer le réflexe de l'adaptation qui se retrouve dans le plan climat. Donc, essentiellement, le plan climat, c'est deux choses, réduction et adaptation. Mentionner aussi Jonathan, je vais te demander rapidement de conclure, s'il vous plaît. Désolé. Déjà, incroyable. Je vais... Qu'est-ce que je vais vous dire en conclusion? Écoutez, il y a tellement de chantiers dans le plan climat. Mobilisation en est un qui est intrinsèque à la coalition. Je vais peut-être aller rapidement sur le chantier 4. Comment je vais faire chantier 4? Exemplarité de la ville. Il y a des petites et des grandes actions sur l'exemplarité de la ville. Et ça passe de la station d'épuration des eaux, qui est le principal émetteur, à des petites actions d'électrification de la flotte. Puis au niveau de la gouvernance, je voulais vous parler de celle-ci au niveau des inventaires d'émissions de GES très rapidement parce qu'on était en 2015 à la dernière fois qu'on avait des inventaires disponibles. Mais les 2016-2017 s'en viennent. On est en mode rattrapage en 2021, je veux dire qu'on va avoir des grands gains d'un point de vue capacité d'aligner nos actions avec les résultats. Et en termes d'action, je vais éliminer ma présentation simplement, mais on parlait du test climat qui est un des plus grands jalons qu'on va mettre en place, en fait, qui est en train de se mettre en place pour que l'ensemble des décisions de la ville soient basées sur combien il nous reste de carbone, tout l'aspect du budget carbone et de l'adaptation au changement climatique. Ça va être intrinsèque à chaque décision de la ville. Donc, voilà, c'est court, hein? 5 à 10 minutes pour présenter un plan climat en 46 actions, mais voilà, on en reparlera. Malheureusement, c'est très court, mais comme vous pouvez le voir dans le chat, il y a le lien pour les présentations plus détaillées qui auront lieu le 12 mars prochain. Donc, vous pourrez entendre plus en détail Jonathan, Annie et notre dernier présentateur, Joe El-Khoury, à qui je passe la parole. Oui, bon après-midi tout le monde. Plaisir encore une fois d'être avec vous. Je partage mon écran et je bouge ça. Voilà, ici, parfait. Alors encore une fois, joyeux anniversaire à la coalition. Je me rappelle en 2015, j'avais rencontré Mathieu à HEC. Il me parlait d'un projet de consultation publique sur la réduction de la dépendance montréalaise aux énergies fossiles. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours été impliqué avec la coalition d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vraiment beaucoup de fun d'être avec vous tous aujourd'hui en 2021 et de voir tous ces avancements depuis 2015, depuis 2016 et encore beaucoup à faire pour la prochaine décennie. Alors, pour moi, ça me fait plaisir de partager rapidement avec vous un peu ce qui est ressorti de la recherche que je viens de finir tout récemment, une recherche sur le rôle de la société civile pour la transition vers la carboneutralité à Montréal, puis comment est-ce que la société civile peut et doit s'impliquer dans l'élaboration de politiques publiques pour la carboneutralité. Et en fait, la coalition Climat Montréal était mon étude de cas. Alors, j'ai vraiment suivi le travail de la coalition pendant 5 ans pour finalement, après 5 ans, ressortir avec un cadre théorique un peu pour expliquer qu'est-ce qui fait en fait la spécificité de certains groupes issus de la société civile quand ils essayent vraiment de travailler main dans la main avec le gouvernement municipal, avec les élus municipaux,
Parfois, c'est pour collaborer, parfois, c'est pour se chicaner. Mais se chicaner de manière constructive, ça veut dire pour faire bouger les choses et pour avancer tous ensemble. Voilà, alors sans nécessairement rentrer dans comment je suis arrivé à ce cas théorique, en fait, qui démontre cette relation entre la Coalition Climat Montréal, les élus municipaux, que ce soit au niveau de l'hôtel de ville, que ce soit au niveau des arrondissements, puis aussi comment la coalition permet vraiment de faciliter la citoyenneté auprès des citoyens. Ça veut dire vraiment ouvrir des opportunités pour que les citoyens s'impliquent dans la vie politique de notre municipalité et puissent vraiment échanger directement avec leurs élus. Moi-même, j'ai vraiment appris beaucoup à ce niveau-là grâce à mon implication avec la Coalition Climat Montréal et vraiment comment tisser des liens de collaboration, encore une fois, pour développer de la connaissance qu'a priori on n'a pas. Ça veut dire répondre à l'enjeu climatique dans le contexte urbain, ce n'est pas quelque chose qu'on a été capable de faire dans le passé, c'est un nouveau défi et on a besoin de développer des connaissances tous ensemble sur le terrain. Alors, c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant à travers le travail de la coalition, c'est de co-construire la connaissance pour des actions concrètes au niveau des enjeux climatiques à Montréal. Alors, j'aurai le plaisir le 12 mars de rentrer plus en profondeur sur ce modèle théorique, mais j'aimerais partager avec vous plutôt ce qui pour moi est un peu la conclusion de ma recherche de terrain. On voit qu'il y a plein d'actions au niveau du climat. Il y a des actions au niveau international, des actions au niveau fédéral, provincial, municipal. On doit commencer à regarder, bien sûr, les actions au niveau des arrondissements. Et c'est là, ça va être un peu le focus de mes quelques prochaines minutes avec vous. Et aussi, on voit beaucoup d'actions au niveau des familles, des ménages. On parle beaucoup du mouvement zéro déchet. Et voilà, alors on peut voir que vraiment l'action climatique se décline à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle la gouvernance multiniveau des changements climatiques. Et c'est complexe, ça veut dire une action à un niveau va influencer et va changer la donne à d'autres niveaux et on essaie tous de se coordonner, ce qui semble être souvent un gros casse-tête. C'est pour ça que notre petit bonhomme ici, il a eu le vertige. Ce qui est très intéressant à Montréal depuis, je dirais, peut-être 2010, et ça s'est beaucoup accéléré en 2012 avec l'agriculture urbaine, 2015-2016 avec l'accord de Paris, c'est qu'on a vu beaucoup de groupes citoyens émerger pour faire avancer la transition. Ça veut dire que la société s'est en transition bien avant que la ville ne parlait de transition. Et aujourd'hui, dans tous les quartiers de Montréal, il y a plein de petits groupes de citoyens qui déjà sont dans l'action, qui portent de l'avant plusieurs projets très intéressants qui touchent au transport, qui touchent à l'alimentation, qui touchent à l'énergie, qui touchent à la démocratie. Et ce n'est pas juste nécessairement les quartiers centraux de Montréal, mais on voit beaucoup aussi de choses qui se passent, par exemple, à Laval, avec le groupe citoyen Laval en transition. Alors vraiment, je trouve que Montréal est devenu unique dans ce sens qu'il y a une société civile effervescente qui est déjà prête à l'action, qui est déjà dans l'action. Et on a démontré aussi cette volonté-là, on l'a vu à travers les manifestations de 2019, quand il y avait 1 demi-million de citoyens dans les rues. Alors, beaucoup de projets déjà qui se manifestent, qui se concrétisent. Et moi, c'est là où je vois qu'il y a encore un gros travail à faire. C'est au niveau des arrondissements. Comment capitaliser sur ces groupes locaux de transition, ces groupes de citoyens? Comment rentrer en contact avec eux, collaborer avec eux, pour qu'ils puissent vraiment devenir comme des agents de transition pour aller connecter avec toutes les parties prenantes qu'on retrouve dans un arrondissement, que ce soit les écoles, les écoquartiers, les CHSLD, les CLSC, les commerçants, les sociétés de développement économique, les tables de quartier, les lieux de culte, les conseils de jeunesse, les bibliothèques de quartier. Toutes ces parties prenantes-là ont besoin vraiment de se rallier derrière cette transition écologique-là. Et ces groupes de citoyens peuvent jouer un rôle d'agent de transition à aller fédérer ces forces au niveau des arrondissements. Et c'est d'autant plus important qu'on a maintenant le plan climat de la ville 2020-2030 qui a besoin d'être articulé au niveau, pas juste local dans le sens la ville de Montréal, mais je dirais même au niveau hyper local. Ça veut dire au niveau des arrondissements et même dans un arrondissement, on peut avoir différents quartiers. Moi, je suis dans Saint-Henri, ça fait partie du sud-ouest, mais Saint-Henri, ce n'est pas la petite Bourgogne, ce n'est pas Griffintown, ce n'est pas Pointe-Saint-Charles. Alors, et
c'est là où je trouve qu'il y a un beau défi sur lequel on peut tous travailler ensemble pour être capable, et j'ai trouvé ça très intéressant dans la présentation d'Annie, quand elle parlait de cartographier les sources de carbone au niveau des arrondissements, pour être capable d'articuler des plans d'action de descente énergétique au niveau des arrondissements. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi parce que beaucoup, avec la pandémie, on parle de relocaliser l'économie. Et ça rentre aussi dans ce sens-là, relocaliser l'économie pour catalyser l'économie montréalaise, mais aussi quand on parle de relocalisation, on peut aller chercher beaucoup de gains en termes de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et décarboniser nos arrondissements. Par exemple, dans Rosemont de la Petite Patrie, il y a une expérimentation, un projet laboratoire qui vient d'être lancé, qui est très intéressant, qui travaille vraiment sur la gouvernance climatique au niveau hyperlocal et qui va fédérer les acteurs. Ça va être intéressant de voir cette expérimentation-là, ce laboratoire, pour voir les résultats qui vont en découler et qui pourraient inspirer d'autres arrondissements à adopter ce type de gouvernance climatique. Je vous invite aussi à aller sur le site européen. C'est un réseau européen qui, depuis quelques années, développe ce type de gouvernance au niveau des municipalités et vraiment qui est capable de générer des politiques publiques qui sont co-développées entre les élus municipaux et les citoyens, les experts, les chercheurs universitaires et le secteur privé pour co-développer des politiques publiques. Il y a plein de ressources sur ce site web que je vous encourage à regarder. Joey, très rapidement, conclure, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en gros, c'est un peu, je dirais, la conclusion de ce que je fais ressortir dans la recherche et ce que j'aimerais laisser avec vous, c'est qu'on a besoin de regarder cette gouvernance au niveau des arrondissements, comment fédérer toutes les parties prenantes. Une idée pourrait être des assemblées citoyennes climatiques, comme des tables rondes, des tables de quartier, mais axées sur la transition écologique, qui va nous permettre vraiment de créer ce qu'on pourrait appeler des arènes de transition pour vraiment passer à l'action concrètement. Et ça, je pense que ça amènerait Montréal à hausser le niveau de sa démocratie, hausser le niveau de sa démocratie participative pour passer pas juste de la consultation et de l'implication, mais de passer à créer des partenariats et même à déléguer certains pouvoirs aux citoyens pour qu'ils puissent s'approprier la transition écologique, tant au niveau de la mitigation que de l'adaptation. Alors voilà, ensemble pour enraciner la transition socio-écologique au niveau des arrondissements et au plaisir de vous en parler plus le 12 mars. Merci beaucoup, Joey. Alors, il reste à peu près une vingtaine de minutes, un petit peu moins d'une vingtaine de minutes pour échanger. C'est Joey qui va animer ça. Je pense que la question principale aux 4 autres panélistes, ça va être est-ce que les moyens disponibles vont être suffisants pour atteindre nos ambitions et être résilients, nos ambitions de carboneutralité et d'être résilients face au changement climatique. Et on pourra aussi prendre quelques questions du public là, que vous pouvez inscrire dans le chat. Et puis, si on n'a pas le temps de tout répondre, bien, on soumettra les questions aux participants puis on pourra vous faire suivre les réponses plus tard. On pourra les publier sur le site de la Coalition. Alors, Joey, je te repasse le contrôle. Super, merci beaucoup Jean-François. Alors, si je comprends bien, Jean-François, l'idée, ça serait de donner 2 minutes à chacune de nos panélistes pour répondre à la question, est-ce que les moyens disponibles seront à la hauteur de nos ambitions pour être résilients au changement climatique? 2 minutes pour chacun et chacune. Ensuite, je demanderai ton aide, Jean-François, pour peut-être passer à travers les questions sur le chat pour rebondir sur ça. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par notre première intervenante qui était excusez-moi, je ne me rappelle pas. Oui, c'est Valérie. C'était Valérie, effectivement. Ensuite, Francesco. Merci, Valérie. Merci, Joseph. Très intéressant. Je pense que je vais aller voir ta thèse avec beaucoup d'intérêt. J'espère qu'elle est rendue publique. Donc, pour répondre à la question sur est-ce que les moyens disponibles seront à la hauteur, peut-être que Annie pourra, comme chercheuse et scientifique, pourra revenir et puis nous éclairer plus là-dessus du point de vue scientifique. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a de quoi faire. On a, comme citoyen, on a de quoi faire, comme entreprise, comme scientifique, comme organisme. Il y a des actions pour tout le monde.
Et bon, si je me place comme élue, et puis comme élue d'arrondissement notamment, hein, comme le mentionnait Joseph, il y a de l'action qui se passe et du concret qui se passe dans les arrondissements. Et moi, si je prends Outremont comme exemple, tout ce qui est verdissement, c'est un point majeur. Et puis tout ce qui est déminéralisation aussi, c'est extrêmement important. Évidemment, à chaque fois qu'on a des actions à prendre, il faut s'assurer du budget disponible pour pouvoir réaliser ces actions. Et depuis 2017, l'administration s'est engagée au niveau montréalais de ne pas refaire une rue comme elle était quand il y a des travaux qui sont faits. Et ça, c'est peut-être pas marqué dans le plan climat, mais c'est des actions majeures qui font en sorte que pour le long terme, même pour le moyen terme, on a tout de suite des retours sur les décisions qui sont prises. Alors, moi, pour la résilience, tout ce qui est déminéralisation, tout ce qui est verdissement, c'est extrêmement important. Et à chaque occasion, il faut avoir ces points-là en tête. Donc, il y a beaucoup à faire et il y a quand même beaucoup d'espace pour prendre ces décisions-là et réaliser ces actions. Merci beaucoup, Valérie. Alors, je passe la parole à M. Miele. Merci, Joseph. Est-ce qu'on aura les moyens? J'ose dire, c'est notre devoir de le faire. Mais avant de se poser la question si tous les moyens seront à notre portée, je tiens à rejoindre ce que vous disiez il y a quelques instants. Il faut avant tout, comme acteur public, inciter au comportement et surtout l'encourager. Ce n'est pas, vous me permettrez l'expression, ce n'est pas juste une question où les changements climatiques, ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes, des tree huggers ou whatever, vous me permettrez l'expression, c'est l'affaire de tous. Et c'est la raison pour laquelle à Saint-Laurent, avant, on ne savait pas, c'était une coïncidence entre la marche de septembre et nous, ça faisait déjà des mois qu'on organisait le rendez-vous de l'éco-citoyen parce qu'on s'est qualifié à Saint-Laurent comme territoire durable. Et un samedi matin d'octobre 2019, on a réuni 1200 personnes à l'intérieur de quelques heures pour venir justement voir quels sont les comportements comme citoyens qu'on peut adopter, quels sont les moyens à notre portée, que ce soit la façon dont on vit et tout. Donc, déjà, l'engagement, il faut le susciter. Et la société civile, vous avez raison, Joseph, elle est au rendez-vous, mais ça ne doit pas juste rester une question je dirais, d'activité, d'organisme, mais vraiment le commun du quotidien des gens. Ensuite, je tiens à préciser une chose, les arrondissements sont toujours responsables de l'aménagement du territoire. Et s'il y a une chose qui est primordiale, c'est de la façon dont on gouverne aujourd'hui pour aménager notre territoire. On a encore eu la chance de mettre sur pied un Transit-Oriented Development autour des gares, un tas de bois franc, mais aussi un POD, un Pedestrian-Oriented Development avec un projet qui verra le jour sur Marcel-Lorrain, le projet Midtown. Ce sont tous des projets où est-ce que l'aménagement du territoire qui vient marier justement la densité en ville autour de pôles de transport pour éviter à ce que les gens doivent toujours se rabattre. Et une chose toujours importante, il faut desservir nos pôles d'emploi. Une des choses positives du REM, c'est qu'elle viendra amener une gare au Technoparc. Le pôle de l'Ouest, c'est 300 000 emplois. Donc, ces gens-là, pour la plupart, se déplacent en automobile. C'est la raison pour laquelle il faut absolument desservir aussi nos pôles d'emploi, non seulement où est-ce qu'on habite, jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir le plus de gens qui demeurent là où ils travaillent. Merci. Merci infiniment pour cette belle contribution. Annie, je pense que c'est à toi. Oui, merci. En fait, je pense que
dans le fond, les outils, je pense qu'on les a. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ça va être vraiment une panoplie de solutions qu'on va devoir mettre ensemble. Donc, je sais qu'on a souvent tendance à chercher la solution magique ou dire, OK, la technologie va nous amener là ou même voir une source d'énergie. On pense, par exemple, électrification, mais ça va être vraiment une multitude de solutions qu'on va devoir mettre en place. Certaines technologiques, énormément aussi au niveau, M. Miele l'a dit, au niveau de l'aménagement du territoire, de comment on s'organise, au niveau citoyen, de comment on change nos comportements. Donc, les leviers vont venir aussi de tous les niveaux et doivent venir de tous les niveaux, je pense. Donc, c'est sûr qu'il y a des décisions qui sont prises par les gouvernements supérieurs. Je ne sais pas, quand on parle d'éco-fiscalité, donc il faut absolument, par exemple, que ça soit reflété dans les prix pour pouvoir changer les comportements, autant au niveau des acteurs, des entreprises que d'une grande partie des citoyens. Pas tout le monde va le faire uniquement par conviction, mais il y a aussi l'aspect à ne pas négliger d'y aller aux échelles les plus fines comme les arrondissements, les quartiers, où on peut avoir énormément de mobilisation et des solutions qui vont être adaptées aussi au contexte, au territoire où on se trouve. Donc, en fait, je pense qu'on a ce qu'il faut, mais ça se trouve vraiment partout. Il faut vraiment implanter ces efforts-là à tous ces niveaux-là. Donc, il faut que tout le monde embarque autant dans la société civile que dans les gouvernements, que dans les entreprises et à toutes les échelles aussi. Mais je pense que quand même qu'on a ce qu'il faut, puis c'est sûr que c'est un grand effort, mais il faut vraiment débuter maintenant parce que, évidemment, toutes ces choses-là prennent énormément de temps à se mettre en place. Super, merci beaucoup Annie pour ton retour sur la question. Et maintenant, Jonathan? Oui, bien en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont bien été nommés. C'est sûr que la mobilisation est un des vecteurs importants. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont participé dans les chantiers ZEN, zéro émission nette du Front commun pour la transition énergétique. Il y a plein d'éléments là au niveau de la mobilisation. Les ateliers là, qui débutent avec le Front commun, certainement, sont un des volets par lesquels les citoyens peuvent intervenir. M. Miele parlait de l'aspect d'aménagement. Il y a le plan d'urbanisme et de mobilité, le PUM, qui verra le jour dans les prochains temps. Les grands axes en sont définis. Toutes les décisions d'aménagement vont avoir un très grand impact. Il ne faut pas non plus mettre toutes les actions dans le même panier. Donc, les actions je vais reprendre sur la logique du transport et des émissions de GES en transport doit suivre la logique réduire, transférer, améliorer. Hein? Si on peut réduire d'abord, c'est mieux. Donc, les actions en aménagement se situent là et on a le pouvoir comme ville et comme arrondissement de le faire et de transférer vers les transports les transports collectifs, transports actifs. Il faut également améliorer parce qu'il restera de la mobilité individuelle à l'horizon 2050 vraisemblablement et on doit améliorer tout ce qui reste en parallèle des actions en aménagement. Est-ce qu'on a les pouvoirs réglementaires de tout faire? Non, pas nécessairement. La Ville a un certain nombre de pouvoirs. Il y avait une question de Bruno dans le clavardage sur notre capacité à bannir le gaz naturel. Bannir le gaz comme une source d'énergie, ce n'est pas une capacité municipale. C'est dans la loi définitivement pas une capacité municipale. Donc, est-ce qu'on peut le faire? Non, mais est-ce qu'on a des moyens de le faire? Oui, puis ça va passer par la réglementation de l'air. Ça va passer par la réglementation des... et je vais prendre un des grands axes sur lesquels on travaillait encore ce matin, on présentait à la direction générale le programme de cotation, divulgation et performance des émissions de GES des bâtiments. Et là, on a la capacité d'intervenir là-dessus. Et c'est l'action pour laquelle nos modélisations montrent que c'est là qu'il y a le plus de gains de réduction de GES. Mais je pense que c'est encourageant. Puis au niveau des arrondissements, il y a plein de choses qui sont en train de se réaliser aussi. Souvent, il y a des arrondissements qui ont été présentés comme étant des étoiles.
je prends Saint-Laurent historiquement qui est en avant sur beaucoup de choses parce qu'on en représente ainsi, mais Outremont, il y a énormément de choses et on prend de la vitesse. Dans le sud-ouest également, le règlement sur la transition écologique qui a été adopté récemment, je pense qu'il y a des belles choses qui se font, puis on est en bonne voie, mais la mobilisation citoyenne pour s'assurer d'aider à la réception collective. Tu sais, autour de la table, ici, tout le monde est mobilisé, mais il faut s'aider à parler il ne faut pas mettre les gens, les vilains contre les bons en environnement. Il faut prendre les vilains, pas leur dire qu'ils sont vilains, puis les amener avec nous. Donc, leur expliquer tranquillement, prendre le temps d'expliquer. On ne part pas tous de la même place. Merci beaucoup, Jonathan. Je vais te revenir. Tu as mentionné quelque chose par rapport au sud-ouest. Je vais te poser la question séparément par rapport à... tu as mentionné quelque chose qui se fait au sud-ouest au niveau de réglementation pour la transition écologique, c'est ça? Oui, c'est un nouveau règlement en transition écologique. Plusieurs aspects de règlement qui sont modifiés de ce côté-là. Dans le détail, là, on pourrait s'en reparler au besoin. Super, merci beaucoup. Et voilà, alors, je pense que moi, je pourrais ajouter quelques points par rapport à ce que tout le monde a partagé et bien sûr en fonction de l'angle que moi je regarde au niveau des changements climatiques dans le contexte urbain. Ben voilà, alors pour la question, est-ce que les moyens sont disponibles? Je dois dire que personnellement, j'ai quelques soucis au niveau de la capacité aux arrondissements de s'approprier le plan climat et d'être capable de le véhiculer sur leur territoire avec les différentes parties prenantes. À date, je vois une barrière comme étant au niveau du budget, avoir les moyens financiers de faire le travail terrain qui est nécessaire pour articuler le plan climat au niveau des arrondissements. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, peut-être souvent, je ne suis pas un spécialiste de la législation et les différences qu'il y a entre la ville-centre et les arrondissements, mais j'ai souvent l'impression que sur certains enjeux importants liés au changement climatique, au niveau de certains enjeux, il y a une plus grande marge de manœuvre au niveau de ce qui décide de pouvoir faire ou de ne pas faire au niveau des arrondissements. Peut-être même aussi être capable d'accélérer plus rapidement l'adoption de certaines peut-être expérimentations ou pratiques qui démontrent des résultats intéressants dans un arrondissement, mais comment faire en sorte au niveau même de la communication, des choses de base, que les arrondissements puissent mieux communiquer ensemble, que ce soit à l'interne de la ville ou à l'externe entre les différents groupes, pour vraiment être capable de véhiculer les meilleures pratiques plus rapidement et de ne pas toujours dédoubler ou de répéter les choses, mais plutôt vraiment capitaliser sur les actions des uns des autres. Et puis voilà, peut-être un dernier point à ajouter. D'après moi aussi, l'importance d'aller chercher ce que j'appellerais, entre guillemets, excusez mon anglicisme, les unusual suspects de l'action climatique, ceux qui ne sont pas forcément interpellés par l'action climatique, qui ont besoin de faire partie de la mobilisation. Mais c'est aussi surtout, c'est important de le faire, pas juste pour passer à l'action, mais pour aussi s'assurer qu'on passe à l'action de manière à articuler justice sociale avec justice climatique et d'être capable de faire ces connexions-là. C'est pour ça que ça prend de vraiment connecter avec les tables de quartier, les groupes et les entités au niveau des arrondissements qui travaillent plus sur des questions sociales, etc. Voilà, alors c'était juste peut-être quelques points que j'avais le goût de partager avec vous pour enrichir ce que mes collègues ont partagé. Sur ce, je pense qu'on peut passer aux questions qui ont été partagées dans le chat. Alors, je recommence de tous les débuts. Il y a une belle petite liste. On va faire notre possible pour passer à travers. Alors, je pense que je vais lire la question et la personne qui est interpellée à répondre, n'hésitez pas à le faire de nos panélistes. Voilà. Alors, je commence par la question de Charles Monpetit. Par le passé, la ville de Montréal avait annoncé que les sacs de plastique seraient interdits en 2020 et ça n'a finalement pas eu lieu. Maintenant, on annonce cela pour juin 2021 au plus tard, en même temps que la livraison des sacs de circulaire seulement aux résidents qui les demandent. Cette fois, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces engagements soient respectés? Je vais prendre la balle au bon. Merci Valérie. Alors, merci Monsieur Monpetit pour votre question et merci pour votre présence
aujourd'hui. Effectivement, c'est toujours dans les volontés de l'administration d'arriver avec des changements de règlement au niveau des sacs plastiques et également des circulaires. On sait, suite à la consultation sur les circulaires, la commission de l'environnement de la ville avait clairement identifié des recommandations pour changer les pratiques par rapport aux circulaires. Monsieur Monpetit, vous étiez l'initiateur de la pétition et on a abondé dans le sens des propositions que vous faisiez et je n'ai pas la date exacte où ça va prendre effet, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas relégué dans les oubliettes et que ça s'en vient. Pour l'instant, c'est le mieux que je peux dire, mais je le souhaite, tout comme vous, que ça s'en vient plus vite que plus tard. Merci beaucoup, Valérie. Je passe à la deuxième question de Bruno. Excuse-moi si je n'arrive pas à prononcer le deuxième nom de Tank. Alors, bravo pour le plan climat de Montréal, très beau travail, mais une chose est manquant, l'interdiction à l'avenir d'installer du gaz naturel dans les nouvelles constructions. Plusieurs villes américaines ont de tels règlements. Pourquoi pas Montréal? Je vais me permettre de continuer ma petite réponse de tout à l'heure. En fait, il y a un des engagements du plan climat, puis au-delà des engagements du plan climat, c'est les engagements internationaux auxquels on est commis. En 2030, les nouveaux bâtiments, il n'y en aura plus qui vont se bâtir avec des émissions de GES. Ça fait partie des engagements, mais comme je le mentionnais, ce n'est pas par le vecteur du type d'énergie que la Ville de Montréal a une capacité d'intervenir. Donc, on a d'autres moyens et ça viendra très bientôt. Merci beaucoup, Jonathan. Je passe à la question de Neil Whitehouse, ça c'est en lien avec le test climat que Valérie a mentionné. Et là, Neil demande, en fait, on sait, ou en tout cas, il y a une étude qui a été faite sur l'impact climatique d'un projet tel que le REM, et que pour beaucoup d'experts, le REM ne passe pas un test climatique, étant donné sa structure en béton, étant donné plein d'enjeux qui finalement ne vont pas chercher énormément de gains de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors Neil demande, est-il bon d'augmenter les lignes de REM? Pourquoi pas les trams qui sembleraient avoir une meilleure contribution à drastiquement réduire les émissions? Bon, je veux bien répondre. Il y a plusieurs questions sur le REM dans le chat, là. Alors, je veux bien faire une intervention un peu globale là-dessus. Mais le REM, alors, il faut comprendre que ce n'est pas la Ville de Montréal qui gère le REM, c'est un projet de CDPQ Infra qui a été mandaté par le gouvernement du Québec. Donc, il y a la version 1.0, il y a la version 2.0 qui a été annoncée récemment pour aller dans l'est de l'île de Montréal. Là, on sait qu'il y a des enjeux. Maintenant, est-ce que au niveau GES, bon, le transport en commun, c'est démontré depuis des années que c'est un des moyens les moins impactants sur l'environnement pour se déplacer. Donc, pour faire 1 kilomètre en ville, prendre le métro, c'est une des meilleures façons de se déplacer. Et puis, c'est une de celles qui a vraiment le moins d'impact. Maintenant, le REM, à chaque fois, ces infrastructures-là, c'est sûr, la construction de ces infrastructures-là, c'est des GES. Mais quand on représente ça sur l'ensemble du cycle de vie, et là, je fais signe à mon amie Annie si elle veut renchérir là-dessus et si elle a d'autres données. Mais donc, les transports en commun, c'est de se déplacer, d'aller à un point B en transport en commun, c'est une des façons de se déplacer avec le moins d'impact. Maintenant, le REM, c'est sûr, la façon dont il est développé au sein de la ville, il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux d'intégration urbaine et architecturale. Et ça, c'est des enjeux sur lesquels la ville souhaite travailler avec ses DPQ Infra. Il y a des consultations qui ont été demandées. Il y a des organismes qui se sont fédérés pour travailler, demander des améliorations à ce qui a été annoncé. Et mes collègues dans l'Est de l'île
les élus de l'Est de l'île et de ceux qui travaillent sur les projets de mobilité à la ville de Montréal travaillent avec ces regroupements à la fois citoyens et puis de professionnels en architecture pour améliorer ces projets et s'assurer que les projets qui verront le jour seront à la fois bons pour le transport en commun et correctement intégrés au niveau urbanistique. Je peux peut-être ajouter un petit peu sur ce que disait Valérie. Je suis d'accord tout à fait avec ce qu'elle disait. Je n'ai pas moi-même analysé le fameux rapport qui avait été fait sur le REM comme tel. Je suis au fait de quelques éléments. C'est certain qu'un projet de transport en commun, et par rapport à chacun prend sa voiture, c'est évidemment toujours gagnant. Puis la construction va être amortie sur les années, les décennies d'utilisation. Est-ce que c'était le meilleur projet, puis qu'il y en aurait un autre qui aurait peut-être été préférable? Probablement. Donc, il y a probablement d'autres raisons qui ont motivé ce choix-là plutôt qu'un autre choix. Donc, ça, j'ai tendance à être assez d'accord. Bon, juste pour donner un exemple qui est assez clair, on a la ligne de Deux-Montagnes qui était déjà une ligne de train électrique qui est remplacée par le REM. Bon, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il n'y a probablement pas trop de gains. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être... En fait, l'idée, selon moi, quand on fait des... Puis c'est évidemment toute la nature de ma recherche, mais quand on prend des décisions comme ça, bien, effectivement, on devrait passer par ce qu'on appelle un test climat et pour prendre les meilleures décisions. Après, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'autres critères qui entrent dans les décisions qui ne sont pas nécessairement liées aux émissions de GES, mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça devrait être fait systématiquement, surtout sur des gros projets qui demandent des si gros investissements. Donc, évidemment, il faudrait idéalement faire ce genre d'études-là. Merci beaucoup. Faire, c'est inviter le gouvernement du Québec à inclure le test climat dans ses décisions. Merci beaucoup Valérie et Annie. Et en fait, par rapport au gouvernement du Québec, ça m'amène à la prochaine question de Philippa Settles. Si le premier ministre Legault ne s'engage pas à la carboneutralité d'ici 2050, est-ce que la ville de Montréal pourrait atteindre ses cibles? Je vais prendre au bon sur celle-là. Premièrement, dans le plan pour une économie verte, le gouvernement du Québec s'est engagé à la carboneutralité pour 2050. Donc, déjà, il faut reconnaître que les différents paliers, pour la première fois, hein, les 3 paliers, Montréal, Québec et Ottawa, sont alignés pour la carboneutralité en 2050, ce qui est en soi exceptionnel. Maintenant, sur les moyens, c'est pas avec les mêmes moyens. Puis évidemment, il faut que Québec réalise les actions qui sont dans sa cour pour que nos cibles soient réalisées aussi, parce qu'on est dans un même écosystème et au niveau réglementaire, il y a beaucoup de morceaux qui s'imbriquent. Plusieurs modélisations de Québec sont basées sur la réussite des actions de Montréal. Des actions de Montréal sont basées sur la réussite des actions de Québec et on a mutuellement avantage à atteindre nos cibles. Merci, Jonathan. Joey, une dernière question, parce que le temps file, malheureusement, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais juste prendre la prochaine question qui est sur le chat en ordre. Ici, ça revient un peu sur le REM. Je ne suis pas sûr si on a répondu à cette deuxième question, mais c'est Mathieu Corriveau qui demande « Est-ce que la ville fera un test climat quand elle a la décision de prolonger le REM ?» On a parlé par rapport à la première phase du REM, mais là, le prolongement, est-ce qu'il pourrait avoir un test climat à ce niveau? Alors, le test climat, il est tel qu'il est prévu pour la ville de Montréal. C'est dans le cadre du plan climat et dans les décisions que prend la ville de Montréal. Là, je rappelle, le REM, ce n'est pas une décision prise par la ville de Montréal. La ville de Montréal est une partie prenante du projet, mais c'est pas la ville de Montréal qui défraie les budgets, hein, c'est CDPQ Infra. Alors, est-ce que là, on peut espérer qu'il y a, dans le cadre du projet de CDPQ Infra, des balises pour contrer les changements climatiques très clairs? J'avoue que je n'ai pas regardé en détail qu'est-ce qui leur est demandé exactement par le gouvernement du Québec. À ma connaissance, c'est une annonce qui a été faite. Est-ce que ça a été
détailler ce que le gouvernement demande. Je n'ai pas cette information-là, peut-être que certains d'entre vous l'ont. Et donc, pour l'instant, à ma connaissance, la Ville de Montréal ne passerait pas le test climat pour la Ville de Montréal, puisque ce n'est pas elle qui défraie les montants. Par contre, elle a un avis possible, et peut-être que le Bureau de la transition écologique va être un des partenaires des travaux à ce niveau-là. D'accord, merci beaucoup. Alors techniquement, en tout cas, je vois beaucoup de commentaires sur le chat, pas forcément des questions. Il pourrait y avoir une, je ne sais pas si, Jeff, on peut prendre une dernière, la toute dernière de Bruno. Rapidement, avec une réponse très rapide. Quelle est l'unité de compte environnementale de la ville? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, peut-être que Bruno voudrait la formuler. Je vais le dire avec le micro, ce sera peut-être plus simple. Voilà. En fait, dans les présentations de départ, il y avait eu deux grosses tendances qui avaient été données. Une unité de compte qui était plutôt en énergie, puis une unité de compte qui était plutôt en empreinte environnementale, en territoire. Il y avait d'autres détails là, mais est-ce que la ville a pris une option particulière pour compter ses impacts environnementaux et puis arriver à faire les choses avec cette unité de compte? Peut-être Jonathan aurait la réponse, mais juste une mini-réponse. La ville, elle s'est accordée avec notamment les autres villes du C40 pour avoir une façon de compter comparable. Donc, ça, c'est une première question, une première réponse, pardon. Maintenant, les unités, puis comment exactement le calcul est fait, j'ai pas cette information-là. Peut-être que M. Théoret aurait plus de détails là-dessus. Ben, je crois que ça mériterait peut-être une discussion plus en profondeur pour bien comprendre ce que vous cherchez. J'ai peut-être mal saisi l'unité dont vous parlez, là. C'est que quand on fait un impact, on peut compter de l'économie en dollars, on peut compter de l'environnement en environnement, on peut compter du social en social, mais si on compte de l'environnement en dollars, une fois sur deux, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de relation directe entre les deux. Et alors, en fait, ce que je voulais savoir, c'est que pour l'instant, là, sur la carboneutralité, c'est clair que vous avez pris une option GES comme unité de compte, mais est-ce qu'il y a d'autres unités de compte qui sont prises en compte ou est-ce que c'est juste la seule unité de compte qui est prise C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, pour les GES, c'est la réduction des GES. C'est la tonne de carbone, ça c'est clair. Évidemment, mais d'un point de vue économique, on ne peut pas faire fi du fait que l'intention gouvernementale fédérale annoncée est un prix carbone à 170 $ la tonne en 2030. Donc, d'un point de vue économique, il y a définitivement… En fait, chacune des décisions que les gens disent « Ah, ça coûte trop cher, cette mesure environnementale-là », je dis « Non, il faut regarder ça pas en dollars d'aujourd'hui, mais en dollars rajoutés 170 $ la tonne. » Donc, ça, il y a un regard là-dessus. Je vais couper la discussion parce que ça mériterait une discussion longue. C'était simplement pour aborder le thème et de se dire ça mériterait qu'on se reparle de ces questions-là pour être capable de bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'économie, ce qui est de l'ordre de l'environnement, ce qui est de l'ordre du social et d'être capable d'agir pour faire des gains environnementaux. Être certain qu'on fait des gains environnementaux et pas d'annoncer des budgets en dollars, mais d'annoncer des budgets en réduction de tonnes de carbone et des choses comme ça. C'était juste, je ferme la parenthèse pour pas qu'on s'étale. Je vais peut-être juste compléter. Évidemment, on a d'autres indicateurs. On a un indicateur d'air protégé, 10 % d'air protégé, diminution des vulnérabilités aux aléas climatiques, une augmentation du nombre d'arbres. Donc, des indicateurs, il y en a plusieurs. Et ils se retrouvent dans le plan climat, là, ils sont tous, il y en a plusieurs qui sont identifiés dedans, les cibles. Il n'y a pas une seule unité. Merci pour la réponse. Merci beaucoup tout le monde. Désolé Jasmine, j'ai raté ta question à un moment donné, puis tu me l'as remise là. Peut-être que Jean-François pourra la reprendre, la partager avec nos intervenants pour t'acheminer une réponse de leur part. Alors merci encore une fois à tout le monde, c'était
un plaisir de vous écouter sur ces enjeux-là. Oui, effectivement, les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre seront soumises aux participants, là, puis ceux qui le voudront pourront répondre et on publiera ça sur notre site. Alors, on va prendre une petite pause, maximum 5 minutes, question de se délier les jambes, aller chercher une consommation pour ceux qui veulent se mettre en mode week-end. Puis c'est ça, pendant la pause, on va faire jouer un diaporama des anciens événements de la coalition. Et je sais que Mathieu, on voulait prendre une photo, là, je ne sais pas si c'est Oui, effectivement. possible. OK, donc, ouais, si vous voulez allumer votre vidéo. On crie climat, puis on a tous nos bouches ouvertes comme ça. Mathieu, tu es sur mute. Troisième écran. 1, 2, 3. Et la dernière. Oh, et Christelle, elle a manqué son shot. Bon, OK, je partage encore le petit diaporama, puis on se voit dans 3-4 minutes, là. Joey, je vois que tu es là, donc tant mieux qu'on se parle un peu, hein? Yes, Oh, sir. des belles souvenirs. J'étais ému là, quand tu as parlé de toute l'historique. C'est vraiment cool d'avoir une thèse de 500 pages qui décrit toute notre histoire. Oui, mais dis-moi, là, on est en train de se parler one-on-one ou on parle avec tout le monde aussi? Ben, tout le monde. Là, OK, OK, oui, oui. Mais On vous entend. Mais Mal, vraiment, pour moi, ça a été quelque chose ça a été une expérience incroyable de me replonger de 2015 à 2020 pour reconstruire et raconter tout ce qu'on